Bonsoir à tous. On démarre ce webinaire sur euh, intégrer une école d'art. Donc, Edwige Wittvoet, Edwige Wittvoet, voilà, plus de 10 ans que vous accompagnez des lycéens dans leur projet d'étudier et de se réaliser dans l'art. Comment tester sa motivation, construire un portfolio, se construire une culture générale culturelle et maturer un projet d'orientation. On va vous laisser la parole. Bonjour à tous, je suis absolument ravie de vous accueillir aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose en effet, en partenariat avec la FAP, nous avons convenu de vous accompagner et j'espère vous éclairer sur vos candidatures et vos projets en école d'art appliqué et de beaux-arts en France comme à l'international. Donc, aujourd'hui, ce que l'on va voir, évidemment, on est en forme d'échange. Donc, vous n'hésitez pas à poser des questions sur le chat, voire même de nous interrompre si c'est possible, si vous le souhaitez. Donc, l'objectif aujourd'hui va être dans un premier temps, bien évidemment, de vous présenter les différentes formations en école d'art appliqué et le système des écoles en France comme à l'international. Et dans un deuxième temps, de vous apporter des éléments de compréhension des attentes des jurys pour préparer votre portfolio et vos candidatures. Alors, j'espère que ce programme vous conviendra. Et vous n'hésitez pas, hein, l'objectif, c'est vraiment de nous voir comme des partenaires et d'être là pour vous accompagner le mieux possible et vous apporter le maximum d'informations. Donc, vous n'hésitez pas tout au long de cette présentation à interrompre et à poser des questions si vous le souhaitez. Alors, et bien évidemment, avant de démarrer ou pour démarrer cette présentation, je vais vous poser une question. Si tant est que vous puissiez, alors, je pense que vous pouvez répondre dans le chat. C'est quelle différence faites-vous entre les beaux-arts et les arts appliqués? Est-ce qu'il y en a un ou deux qui veut répondre et qui a des éléments de réponse à me donner là-dessus? Sur quelle différence faites-vous entre les beaux-arts et les arts appliqués? Alors évidemment, il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, donc pas d'inquiétude. Je ne vois rien arriver, donc prenez Non, on deux ne voit secondes. rien arriver parce que c'est un C'est peu de ma bloqué. faute. Je crois que le chat est C'est bloqué. désactivé. Bon, eh bien, c'est pas Bon, très bah, grave. écoutez, Je vais dans vous les répondre. Q&R, dans les questions et réponses, allez-y. Et pendant ce temps-là, je cherche comment on fait. Alors, exactement. Donc, je vais regarder. Donc, alors, dans les beaux-arts, alors les arts appliqués, c'est mettre. Alors, je vous invite tous, évidemment, à prendre des notes. Les jeunes comme les parents, parce que tout ce que je vais vous dire va vous permettre déjà d'apporter des éléments de réponse dans vos lettres de candidature, parce que ce sont les points essentiels pour intégrer l'école que vous souhaitez. Les arts appliqués, c'est mettre votre créativité au service d'une contrainte donnée. Je vais vous mettre en situation. Vous me demandez de réaménager votre cuisine. Je vais prendre en compte la manière dont vous vivez, le nombre de personnes qui rentrent dans cette cuisine, les contraintes techniques, l'espace, la lumière, ce que vous faites dans cette cuisine. Et à partir de là, il va falloir que je sois en mesure de vous faire 1, 2, 3, 5, 10 propositions. Donc, les arts appliqués mettent sa créativité au service d'une contrainte donnée, en fait d'un prescripteur également. Les beaux-arts, la démarche créative va être totalement différente. Vous m'excuserez pour les artistes, s'il y en a qui sont ici présents dans la salle. Les beaux-arts, je vais faire une énorme réduction. C'est j'ai ma problématique, la place de la femme dans la société, le vrai, le faux, la perception. J'ai mon mode d'expression, la photo, la vidéo, la peinture, la sculpture, l'installation. Je m'exprime et après, il faut que je trouve preneur. Pourquoi j'insiste sur ces deux différences-là? Parce que vous allez le voir, dans les études, en France comme à l'international, sur les formats d'études, on va avoir des écoles uniquement art appliqué qui vont chercher des profils créatifs capables de mettre leur créativité au service de contraintes venant de l'extérieur. Et on va avoir des profils d'école qui vont être beaucoup plus tirés des beaux-arts, c'est-à-dire qu'on va chercher vraiment une singularité plastique. Alors, il est vrai que les arts appliqués sur la contrainte fermée, c'est vraiment un produit purement français. La plupart des écoles en Europe d'art appliqué tiennent leur expérience du Bauhaus et donc sont nées deux écoles de beaux-arts et vont chercher des profils beaucoup plus créatifs.
en attestent. Alors, je vais vous faire un résumé rapide. Je vous ai mis là très rapidement quelques éléments, attentes des écoles. Je vais vous les lire pour que vous compreniez, parce que rien n'est plus parlant que lorsque l'on prend à témoin les écoles. Donc, une école que vous devez connaître, la CAD, qui dit « La CAD attend de l'étudiant qu'il ait un potentiel créatif, mais, vous pouvez le voir par la suite, qu'il soit motivé, qu'il ait la maturité suffisante pour entreprendre des études qui demandent personnalité, créativité, curiosité et ouverture d'esprit. » Comme par hasard, et je vais vous le développer après, en aucun cas on parle de savoir-faire. Une autre école, la ED, qui est en Suisse, va parler de son format d'études et qui vise l'acquisition de connaissances dans l'exercice d'une réflexion intellectuelle plurielle. Donc, c'est vraiment cette capacité à soulever une problématique, apporter des outils critiques pour appréhender le monde contemporain. Et enfin, on encourage évidemment la singularité de chacun. Donc, vous voyez bien que tout l'enjeu des écoles de beaux-arts et d'arts appliqués, c'est de développer un potentiel de créativité et c'est d'être capable de mettre sa créativité au service d'un projet ou de contraintes. Alors, évidemment, les arts appliqués, c'est peut-être redondant, mais regroupe, je vous ai mis les grandes familles des arts appliqués, l'animation, 2D, 3D, le jeu vidéo. Ça regroupe les domaines de l'architecture, tout ce qui touche l'espace, donc l'architecture d'intérieur, le produit, le graphisme, le fashion, l'illustration, la photo, etc. Hein, c'est une liste non exhaustive, évidemment, des domaines regroupant les arts appliqués. Voyons maintenant les différents formats d'études que vos enfants ou vous-même, parce que je n'ai pas tellement de visibilité sur vos profils, vont pouvoir aborder. Alors en France, vous avez une première possibilité qui est de faire un DNMAD. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Le DNMAD, c'est un produit purement français qui équivaut à qui remplace anciennement le BTS. Le DNMAD, c'est un équivalent de licence qui vous permet d'acquérir une expertise technique dans un domaine. La plupart des DNMAD sont enseignés dans des établissements publics. À partir du moment où c'est un diplôme d'État, que vous fassiez un DNMAD produit à Paris, Marseille, Mulhouse ou Limoges, les prérequis seront les mêmes et des évaluations de diplôme. Le diplôme est un diplôme national. Ce qui changera évidemment, c'est l'équipe pédagogique et l'ambiance. D'accord? Et la ville. Mais le DNMAD, c'est un diplôme d'État, enseigné essentiellement dans des établissements publics. Un certain nombre d'établissements privés ont obtenu l'agrément, mais ils sont à la marge et d'une manière générale, ce sont des écoles qui dépendent des CCI. D'accord? Pour trouver la liste des DNMAD en France, je vous invite d'une part à vous rendre sur le site, alors vous pouvez le noter, du site andea.fr, qui va répertorier tous les DNMAD en France et de manière générale toutes les écoles d'art public en France. Et sinon, à vous rendre sur le site de l'ONICEP qui vous donnera les singularités de chacun des DNMAD, des différentes mentions. La particularité du DNMAD, on va le voir par la suite, c'est comme je vous le disais, vous allez devoir choisir votre domaine, votre spécialité tout de suite. Du produit, de l'ergonomie de produit, de l'espace, de l'événementiel, de la scénographie. Donc, le DNMAD, je le rappelle, vous apporte une expertise technique dans un domaine. Vous allez sortir avec un niveau licence. Vous le savez, en France comme à l'international, le premier niveau de reconnaissance d'études supérieures, c'est 180 ECTS. Le gros avantage du DNMAD, c'est que même si c'est un produit purement français, il est reconnu à l'international de très bonne qualité par la plupart des établissements. D'accord? Les DNMAD les plus connus, je vais vous les citer parce que ça va vous parler. Boulle, Duperret, Estienne, Olivier de Serres. Alors, vous allez me dire, vous faites que du parisien? Non, il y en a plein d'autres, évidemment, la Martinière Diderot, les Ath, etc., à Lille, à Roubaix, à Tourcoing, etc. À l'issue de votre DNMAD, vous pourrez poursuivre au sein du même établissement en équivalent, on a plein d'appellations différentes, mais en équivalent Master 1, Master 2.
mais également, vous pourrez postuler pour d'autres masters dans d'autres écoles. Le gros avantage, c'est comme vous êtes passé par une filière publique, on le sait, en France, c'est toujours plus facile de passer du public au privé que du privé au public. La seule chose, on va le voir sur les modalités de sélection, c'est que le DNMAD, beaucoup de demandes et très peu de place. L'autre particularité du DNMAD, c'est un peu sur le même format des BTS, c'est-à-dire que ça reste un format d'études préscolaires avec encore beaucoup d'heures de cours et des matières générales. Donc, c'est important également de faire ce choix-là aussi en fonction non seulement pour les élèves et pour les parents, de se demander quel type de vie d'étudiant j'ai envie d'avoir et quel format d'études j'ai envie d'avoir. Pas forcément choisir un DNMAD si je n'ai plus du tout envie d'un format encore très scolaire et très contraint, par exemple. L'autre possibilité est le bloc école. L'école, en France comme à l'international, par définition, on aura un premier bloc 3 ans, 180 ECTS, équivalent licence en France et bachelor pour l'international, et ensuite des masters, master 1, master 2. Ce que je dis à tous les élèves, c'est quand vous rentrez dans une école, publique ou privée, c'est que vous visez le diplôme. On ne rentre pas dans une école en se disant, bon, bah, je verrai l'année d'après. Sachant que la plupart des écoles en art appliqué ont une première année qui est considérée soit comme une foundation, soit elle est intégrée dans la première année, soit une année supplémentaire avant d'intégrer l'école. C'est une année préparatoire. Cette année préparatoire est une année de maturation de projet. D'accord. Pour les écoles en France, elle est nécessaire essentiellement pour les écoles publiques, mais pour une école privée, vous avez intérêt à rentrer directement dans la première année. Pour les écoles à l'international, vous l'avez peut-être déjà vu, la foundation est la plupart du temps un incontournable. Et ou pas considéré comme une première année. Pour choisir différents types d'écoles, on va avoir différents types d'écoles. On va avoir des formations à entonnoir, c'est-à-dire une formation assez généraliste, et je vais me spécialiser au fur et à mesure de mon cursus. Premier cas d'école. Deuxième cas, je vais choisir des formations qui me proposent tout de suite une spécialisation dans un domaine. C'est le cas pour certains nombres d'écoles. Alors, sur la France, par exemple, Camondo, alors je vous cite les noms les plus connus. Camondo, par exemple, qui propose un double diplôme produit espace. L'École Bleue, idem, produit espace. Penningen, qui fait de la direction artistique. Rubica, les Gobelins, qui font de l'animation, du jeu vidéo. Donc, ces écoles-là sont spécialisées tout de suite dans un domaine. Vous avez également les écoles d'animation, par contre, d'une manière générale, elles vont tout de suite être spécialisées dans un domaine. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça demande énormément d'investissement et que c'est très, très rare d'avoir des écoles d'animation qui fassent autre chose. En tout cas, ma recommandation, c'est quand vous choisissez une école d'animation, c'est de choisir une école d'animation qui ne fait que ça. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous devez vous centraliser sur le jeu vidéo, le 2D, le 3D, mais qui est vraiment spécialisé sur l'animation. Donc, les Gobelins, Rubica, Mopa. Pour choisir les écoles en animation, alors je vous ai mis des petits sites, pardon, pas des petits sites, mais des adresses de sites. Pour les écoles d'animation en France, vous pouvez aller sur le site du RECA. RECA. Alors, vous allez marquer RECA Animation, parce que si vous vous contentez de mettre RECA, vous allez tomber sur de la plomberie. Donc, vous allez considérer que je vous ai mal orienté. Donc, RECA-animation, répertorie toutes les écoles d'animation en France. La plupart des écoles en France, et c'est valable à l'international, en animation sont des établissements privés. Pourquoi? Parce que ce sont des formations qui demandent énormément d'investissement. Et on sait, on n'a plus beaucoup de sous, suffisamment de sous pour se spécialiser dans ce domaine-là, sachant que, bien évidemment, les arts déco développent une branche très fortement en animation. On en a quelques-unes, mais on n'en a pas tant que ça. Vous le verrez quand vous irez sur le site de Andéa. On reste très pauvre en France pour les écoles d'animation publiques. L'avantage également de vous inscrire sur le site du RECA pour ceux qui veulent aller en animation, c'est que ça vous permet très rapidement de suivre l'actualité des écoles et ce sera aussi un moyen pour vous de vous faire un jugement et une idée des écoles. Notre guideline, j'allais dire, dans tout l'accompagnement qu'on fait aux jeunes, c'est que le choix, c'est la liberté. Mais pour choisir, il faut connaître.
Et cette connaissance-là, elle est essentielle et ça va être toute notre préoccupation quand on va vous accompagner. On en parlera après. Les écoles, également, dans le choix des écoles privées, donc je vous l'ai dit, des écoles à entonnoir, des écoles spécialisées tout de suite dans des domaines. Vous avez également des écoles qui vont vous proposer des doubles diplômes. Alors, en France, on n'en a pas tant que ça, mais en Europe et dans les pays anglo-saxons, c'est une très grande force, c'est de proposer, vous allez pouvoir choisir des mentions. Donc, en France, dans les écoles qui proposent des doubles diplômes, vous avez bien évidemment, alors pas évidemment, parce que c'est une évidence pour moi, mais pas forcément pour les autres, vous avez Nantes Design. Nantes Design est une école donc à Nantes qui a un partenariat, par exemple, avec Audencia et qui propose, elle, c'est une école à entonnoir. Vous avez Strat Design qui a un campus à Paris, un campus à Lyon, qui a des partenariats avec des écoles de commerce, avec Sciences Po, avec l'EM, avec l'EM Lyon, différentes écoles. Et ils sont en train d'essayer de développer d'autres partenariats. D'accord? Dans le public également, vous avez des écoles qui vont vous proposer des doubles diplômes ou des modules. Une en ce moment qui fait grand bruit à juste titre, c'est CY Design. Alors, je vous dis CY Design, mais lui, il aime bien qu'on dise CY Design. Donc, c'est l'ancien directeur de Strat Design, donc d'une école privée, et il est en train de transporter ce qu'il a fait à Strat dans le public. Donc, j'invite toutes les personnes à regarder CY Design pour les élèves qui veulent faire des doubles diplômes, ou par exemple qui veulent continuer à faire des maths ou de l'ingénierie, mais en même temps des arts appliqués, qui veulent faire du commerce et des arts appliqués. CY Design qui se trouve en région parisienne et il a développé énormément de partenariats. À l'international, alors nous accompagnons évidemment j'allais dire dans le rayon européen, mais également il suffit de nous dire, ben voilà, moi je veux rentrer dans telle école aux États-Unis, en France, à Hong Kong et autres pour vous accompagner. Nous accompagnons évidemment sur la Belgique. Hein. Donc, la Cambre, la CAD, Saint-Luc et bien d'autres. En Suisse, alors je vous donne toujours les plus connus et l'excellence, puisque c'est ce que l'on vise. Enfin, c'est ce que vous, les élèves, vous visez. L'ECAL et la aide, sachant qu'il y en a pléthore d'autres. Aux Pays-Bas, Eindhoven et la Rietveld Academy. Et évidemment, en Angleterre, toutes les écoles qui sont via UAL, St. Martin's, Kingsdom, Westminster, etc. On a une de plus en plus forte demande, j'ai remarqué ces derniers temps, vers Concordia, qui est une école au Canada. Depuis 2 ans, j'ai énormément de demandes d'élèves, un peu pour ces raisons-là de modules à choisir, mais ce que font aussi les anglo-saxons partout. Donc Concordia est une université qui monte énormément. Bien évidemment, en Italie, à la demande, hein, en fonction des écoles, ou bien des élèves. Je ne vous ai pas parlé du fashion, par exemple. C'est vrai qu'on a Marangoni, notamment, qui est souvent demandé. En fashion, évidemment, il est clair que Alassane Martins reste leader dans ce domaine-là. Sur les stylistes, évidemment les arts déco. Et en France, on a une école qui est extrêmement demandée, qui s'appelle l'IFM, et qui est de plus en plus, qui a comme objectif d'atteindre ou de rejoindre les galons de la San Martins notamment. Donc une école qui a aussi un très très fort réseau. Comme je vous le disais, la plupart des écoles, au bout de 3, ce que je demande, c'est que les élèves, quand ils rentrent, ils visent le diplôme. Pourquoi? Parce qu'on ne rentre pas dans une école en se disant au bout d'un an, je verrai, même si au bout des 3 années, et ça c'est essentiel pour vous, de choisir une école où au bout des 3 années, vous avez au moins l'accréditation des 180 ECTS. Alors vous devez vous dire, bah, tiens, c'est amusant, elle ne m'a pas parlé de Penningen. C'est peut-être un nom qui sonne dans vos oreilles. Penningen est une école en France d'excellence également. Pourquoi je n'en ai pas parlé? Peut-être par oubli, mais également parce qu'elle a un format très atypique, cette école. On va le voir, Penningen, pas de sélection à l'entrée. Par contre, la première année, c'est votre chéquier qui fera la différence. Par contre, la première année sera une année considérée une année préparatoire, comme vous avez des prépas en école de commerce ou en école d'ingé. D'accord? Donc, l'année Foundation sera vraiment une année de sélection.
Et je vais voir comment ils vont se positionner par rapport à ça. Ils sont toujours hors Parcoursup, on va le voir après. Mais surtout, il n'y a pas d'équivalence des 180 ECTS au bout des 3 ans. Donc, si vous rentrez en Penningen, il faut que, même si, comme que c'est une école d'excellence, j'ai toujours des élèves qui, au bout de 3 ans, s'ils veulent changer, vont réussir à réintégrer d'autres écoles. Mais officiellement, il n'y a pas de reconnaissance des 180 ECTS. Donc, quand vous rentrez en Penningen, c'est que vous envisagez d'y rester jusqu'au bout. Une dernière option possible, donc je récapitule, les DNMAD, les écoles publiques ou privées. La troisième option est de faire une année préparatoire. Rien ne m'énerve plus quand un élève vient me voir en me disant « Il faut que vous m'aidiez à préparer votre portfolio parce que je veux faire une année prépa. » À votre avis, qu'est-ce que je vais lui répondre? Je vais lui répondre. Vous ne pouvez pas me répondre, donc moi je vais vous d'abord. Ah si, je vois qu'il y a le chat. Donc je vais vous répondre quand même. Je vais regarder le chat après. C'est que la prépa, comme une école, c'est un moyen. Ce n'est pas une fin en soi. Donc selon moi, je vais choisir de faire une prépa ou une foundation qu'à partir du moment où je sais pourquoi j'y rentre. C'est-à-dire que l'année préparatoire n'a de sens qu'à partir du moment où elle va me permettre d'intégrer l'école sélective qui m'oblige de passer par là. Sinon, faites une année candidatée directement dans l'école vers laquelle vous voulez, qui de toutes les manières, la première année sera une année préparatoire. Donc faire une année préparatoire pour acquérir des techniques n'a pas de sens, mais c'est simplement pour préparer des concours. Donc, une prépa indépendante. Alors, en France, vous les trouverez sur le site de Andea, les prépas publiques. On en a quelques-unes. Et vous avez quelques prépas privées. Mais la prépa n'a de sens qu'à partir du moment où je sais pourquoi j'y rentre. D'accord? C'est la raison pour laquelle nous accompagnons les lycéens dès la seconde, essentiellement en première et en terminale, pour leur permettre justement de se donner le choix et de découvrir ce que veut dire faire des arts appliqués et de tester leur motivation. Parce que c'est une chose d'aimer dessiner, peindre en activité de loisir, mais c'en est une autre d'en faire son métier. Et il me semble essentiel, et tout l'enjeu va être non seulement de permettre aux élèves de se mettre en situation d'études supérieures, de se mettre d'une part, d'autre part, de mieux choisir s'il veut faire du produit, de l'espace, de l'animation. Il est fréquent que j'ai un élève qui arrive en me disant, moi, alors, il n'y a pas très longtemps encore, moi je veux faire du fashion, je veux rentrer à la Sainte-Martine. Je dis très bien, on va se préparer pour ça. Et en fait, au fur et à mesure des études de l'année, il me dit en fait, non, je vais faire Sciences Po. Très bien, ça va vous amuser, mais c'est vrai. Et chaque année, encore pas plus tard. Mais les élèves vont continuer avec nous cette aventure de préparation parce qu'ils vont bien voir que mettre sa créativité au service d'une contrainte, développer sa capacité d'analyse. Vous l'avez vu dans les mentions que je vous ai données tout à l'heure des écoles, avoir un esprit critique, ça va leur être essentiel, quelles que soient les écoles qui vont préparer. D'accord? Et j'en reviens sur l'année préparatoire. C'est pour ça que nous, ce que l'on souhaite, c'est faire gagner du temps aux élèves et dès le lycée, leur permettre de tester leur motivation et de choisir les écoles qu'ils veulent, les formations qu'ils veulent faire. D'accord? On le sait bien, un élève qui veut en faire du design, de l'animation ou du produit, il resserre les taux tout de suite. On est d'accord. C'est plus facile de passer d'une école d'ingé à une école d'archi d'intérieur que dans l'autre sens. Est-ce que vous avez des questions? Je vais regarder le chat. Ah ben non, c'est que ça fonctionne, donc très bien. Si vous avez des questions, et vous pouvez les poser, n'hésitez pas. Et sinon, vous pourrez me contacter directement, bien évidemment, dès demain, pour que je puisse répondre personnellement à vos questions. En France, petite précision, en France, depuis 2 ans, à l'issue de la licence, quand vous voulez postuler en master, vous allez devoir, il y a à nouveau une deuxième sélection, un peu un deuxième Parcoursup. Je ne sais pas si vous êtes au courant, on ne va pas rentrer dans les détails maintenant. C'est d'une certaine manière une grande chance. Avant, chaque école faisait sa petite cuisine pour la suite et de sélectionner ses candidats. Maintenant, on va avoir, ça va être la deuxième année cette année, et quand vos jeunes ou vous arriverez au niveau master, bien évidemment, la machine sera rodée. Mais vous avez un équivalent de Parcoursup en fin de troisième année. Ce qui vous permet aussi de redistribuer les cartes si jamais vous décidez d'évoluer. En 2 mots, pour choisir une école, ma recommandation, évidemment,
Plusieurs choses, soit la notoriété de l'école. On sait des écoles comme Camondo, Alumni ont Camondo, Penningen, Strat, Nantes Design ont une visibilité très forte, ou la San Martin, Saint-Eindhoven, l'ECAL auprès des professionnels. Donc, soit la notoriété la notoriété via le réseau Alumni. Deuxième critère à regarder, évidemment, c'est la visibilité auprès des entreprises. Hein, il est clair que l'objectif, c'est quand même d'avoir du boulot à la fin et donc de voir les partenariats qu'ont les écoles avec les entreprises. Là-dessus, moi, je vous invite tout simplement à regarder qui vient au jury des diplômés de 5e année. C'est une lapalissade, mais en animation, quand vous voyez que Ubisoft ou telle agence vient faire son marché et participe aux diplomations des écoles, ça vous donne un aperçu du réseau et de la visibilité auprès des entreprises. Troisième critère pour vous aider à choisir une école, c'est évidemment les partenariats des écoles à l'international, si ça vous semble important. Alors, quand j'ai démarré il y a 10 ans, bien évidemment, je disais, bah, regardez juste s'ils sont des partenariats avec d'autres écoles à l'international. Maintenant, tout le monde a un partenariat, donc ce n'est pas un argument suffisant. C'est d'aller voir le ranking des écoles avec lesquelles ils sont partenaires. D'accord? Et quatrième critère éventuellement, c'est les doubles diplômes ou les partenariats avec d'autres écoles, les passerelles possibles. Si vous ou votre enfant hésite entre une école de commerce et du produit, par exemple, et bien de voir éventuellement les possibilités de bascule ou les doubles diplômes qui s'offrent, ça c'est pour la France, ou à l'international, les possibilités de modules. Voyons maintenant comment je vais y arriver. Voilà. Comment, très rapidement, parce que ça, vous allez le savoir par les lycées, on va vous le dire, comment vous allez rentrer dans toutes ces écoles-là. À l'heure actuelle, la plupart des écoles en France sont passées sur Parcoursup. C'est à la marge des écoles qui sont hors Parcoursup. Il y en a de moins en moins encore cette année. Une école d'excellence comme Rubica, par exemple, s'est pliée au jeu de Parcoursup pour l'année 2024. Les DNMAD, vous allez rentrer sur Parcoursup plus un carnet. Ah, je ne parle pas de portfolio, mais je parle de carnet. En effet, on va avoir une légère différence là-dessus. Je vais vous le développer après. Les écoles privées sont toutes passées sur Parcoursup. En général, vous avez une phase d'admissibilité où on va vous demander 2 cas de figure pour les écoles privées. Parcoursup plus un portfolio, admissibilité, et ensuite vous avez un entretien et vous venez avec votre portfolio. Cas numéro 1. Cas numéro 2, vous avez Parcoursup et ensuite vous allez venir à un entretien avec votre portfolio. Et troisième cas, ce troisième cas-là sera valable pour les écoles d'animation essentiellement, ou bien les écoles dans lesquelles vous allez candidater pour chanter l'année préparatoire. Vous avez d'abord phase d'admissibilité, Parcoursup plus un portfolio. Ensuite, vous avez une épreuve plastique et éventuellement une épreuve culturelle et un entretien. Ce cas-là sera valable, par exemple, pour Rubica, pour Camondo. Nous, les élèves que l'on prépare à Camondo, quand les élèves, on les prépare dès la classe de première, notre objectif, c'est de leur permettre de présenter les concours et de rentrer directement en première année. Un certain nombre d'écoles privées, on va également avoir cet objectif-là. Donc, évidemment, de préparer les écoles. Pour ces écoles-là, sur votre calendrier, pour ceux qui sont en terminale, ne prévoyez pas de partir aux vacances de Pâques, ou en tout cas le week-end de Pâques, parce que les écoles publiques comme privées mettront les épreuves en général aux vacances de Pâques. Les écoles publiques, elles se sont toutes alignées sur Parcoursup, même les Beaux-Arts, qui est toujours une exception parce qu'elle ne dépend pas du ministère de l'Éducation, mais elle dépend de la culture. Mais ça y est, ils y sont passés, les Beaux-Arts de Paris. Ça sera Parcoursup plus portfolio, phase d'admissibilité. Et ensuite, forcément, une épreuve plastique, éventuellement une épreuve culturelle. Et l'entretien est de plus en plus à la marge. Mais on aura certaines écoles qui vous proposeront un entretien. Je vais vous développer la suite. Les écoles internationales. D'une manière générale, vous avez un dossier. Alors, vous le connaissez, UCAS pour l'Angleterre, mais d'une manière générale, vous avez une phase d'admissibilité, dossier plus portfolio. Et ensuite, en fonction, soit vous postulez pour une foundation et ce sera éventuellement une candidature sèche ou un entretien et vous revenez avec votre portfolio.
soit vous postulez directement pour une première année, et là, vous aurez une épreuve plastique et une épreuve culturelle. D'accord? Dans le calendrier, Parcoursup, je ne vais pas le développer, vous le connaissez. Mars, les vœux. Fin avril, il faut qu'on ait mis tous les dossiers. Et ensuite, les réponses d'admissibilité, on prépare les entretiens. Pour les écoles à l'international, c'est à peu près le même calendrier. À peu près mars, sauf évidemment pour les Angleterres, le Royaume-Uni, hein, avec UCAS. Là, on met les bouchées doubles en ce moment et tous ceux qui veulent, on est à votre dispo, on travaille tout le temps, jour et nuit, puisqu'il va falloir que vous soyez prêts le 15 janvier. Mais sinon, pour les autres écoles, en gros, le calendrier, ça sera pareil. Mars, admissibilité, et ensuite avril-mai. Il n'y a que, c'est vrai, en Belgique, où on a un calendrier beaucoup plus étendu, puisqu'on a des admissibilités jusqu'en août. Nous, de toutes les manières, quand on accompagne les lycéens, oui, vous vouliez réagir? Non, on a une question qui se situe Oui. en amont sur la spécialité art plastique en terminale. J'arrive, j'y viens tout de suite. Voilà. Je vous réponds dans la Très slide bien. suivante. Sur nous, notre objectif quand on accompagne les élèves, c'est que les portfolios pour toutes les écoles, on ait fini les portfolios et identifier la structure éventuellement des lettres de projet motivées pour les vacances de février. Pourquoi? Parce que vous, les lycéens, vous avez des emplois du temps de ministre et après vont arriver toutes vos épreuves. Donc, notre objectif, c'est qu'aux vacances de février, même si vous vous y prenez maintenant, on va le voir, on a des packs de cours pour vous accompagner dès maintenant, mais notre objectif, c'est qu'aux vacances de février, le gros soit fait et qu'après, on ne fasse que du détail et de la dentelle. D'accord? Ça, c'est la première chose qui est vraiment très importante à comprendre, même si on aura toujours des ajustements à faire. D'accord? J'en viens maintenant sur l'ESP et les attentes des jurys. Alors, pourquoi ça ne veut pas passer? Je vais y arriver. Voilà. Vous l'avez vu, et c'est très important, et je vous invite là à reprendre des notes, parce que le reste, vous trouverez les informations. Là, les informations, vous n'allez pas forcément les trouver, ou en tout cas, je vous fais gagner du temps. J'ai pour habitude, souvent les parents, quand vous m'appelez, vous me dites, mon fils prend des cours de dessin depuis 5 ans, ou au contraire, ma fille ne dessine jamais, mais elle veut faire des arts appliqués. Le savoir-faire, c'est une condition nécessaire, relative, mais pas suffisante. En aucun cas, sauf pour les écoles d'animation, les élèves ne seront sélectionnés sur leur maîtrise technique du dessin. C'est une palissade. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu, la première année est considérée comme une année d'acquisition des fondamentaux. Donc la maîtrise technique, les jolis dessins, les jolies copies, on n'en veut pas. Donc ne vous inquiétez pas, en aucun cas vous serez sélectionné sur le savoir-faire technique. Après, évidemment, tout cet élément-là sera relativisé en fonction du niveau que l'on va viser pour les écoles. Par contre, toutes les écoles attendent des élèves qu'ils aient compris que le dessin, certes, c'est un moyen de représenter quelque chose, mais c'est également un outil, un moyen de prendre des notes, de développer des idées. Donc, pour rentrer en école d'art, les attentes première et tête, c'est du croquis, des carnets de croquis. À partir d'aujourd'hui, les jeunes, si j'en ai en face de moi, ou les parents, amenez vos élèves, vos enfants à faire du croquis, à utiliser le dessin. Tous les jours, le croquis rapide, c'est comme les abdos. Alors, ça énerve les élèves quand je leur dis ça, mais ça va vous parler peut-être, c'est comme les abdos. C'est beaucoup plus efficace 2 minutes par jour qu'une série tous les 6 semaines, voire tous les 2 mois. Donc, le croquis rapide, c'est essentiel. Je reviens sur mon exemple de tout à l'heure de ma cuisine. Si vous me demandez de réaménager votre cuisine, rien ne sera plus agréable si en 2 temps, 3 mouvements, je vous fais 4 gribouillis, soit pour synthétiser ce que vous m'avez dit, soit pour illustrer ce que je vous propose. Donc, premier critère d'évaluation, la maîtrise du croquis et montrer des carnets de croquis. Deuxième critère, mettre en avant le potentiel de créativité plastique et conceptuel. Vous l'avez vu, je vous l'ai mis dans les critères, dans les dossiers d'éléments des écoles. En aucun cas, on attend de vous que vous soyez un artiste. Un portfolio, qu'est-ce que c'est? Un portfolio, c'est quoi? C'est 10, 15 pages maximum, on va dire 20 pages maximum. Un portfolio, c'est très peu de projets, mais des projets poussés dans tous les sens. Poussés dans tous les sens en termes d'idées.
Donc, c'est des idées que je vais développer dans tous les sens et pousser dans tous les sens, et on va revenir à l'aspect à ce moment-là, pousser dans tous les sens plastiquement. Pourquoi? Parce qu'il est essentiel de montrer au jury mon appétence pour l'expérimentation, la matière. Ça va être un moyen de montrer ma capacité à sortir de ma zone de confort, à sortir de mes habitudes. Par définition, créer, c'est aller vers ce qui n'existe pas. Donc, toutes ces expérimentations, ces recherches vont être un moyen de montrer cette capacité que j'ai à expérimenter la matière. Et c'est là éventuellement où l'aspect art plastique va trouver sa place. C'est que c'est un temps d'avance pour l'expérimentation. Mais je vous rassure, et on en vient au troisième point, en aucun cas, mesdames et messieurs, mesdemoiselles et jeunes hommes, en aucun cas, le choix d'esprit ne sera un critère de sélection. Donc, pas de stress. Pourquoi? Parce que tout l'enjeu va être dans vos candidatures, c'est le troisième point, c'est cette tête bien faite. C'est-à-dire de montrer au jury que vous avez compris que les idées, elles ne viennent pas en regardant le plafond, mais elles viennent par l'utilisation de vos connaissances. Et l'utilisation de la connaissance, elle va venir par la transversalité. Donc, nous, quand on accompagne nos élèves et les élèves, ça va être de créer des sujets à partir de leur spé pour montrer cette capacité qu'ils ont à utiliser les connaissances et de les mettre au service de leur créativité. Et ce point-là est d'autant plus important qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, mesdames et messieurs, le savoir-faire technique, on le sait bien, la machine va le faire beaucoup plus vite que nous. Et faire un plan ou concevoir une tasse ergonomique pour des personnes âgées, elle va le faire beaucoup plus vite que nous. Par contre, moi, ma capacité à anticiper le besoin de la personne âgée, à comprendre sa posture, à comprendre ses sens, à comprendre par la science qu'elle a moins de dextérité des mains, etc. Et que ces éléments de connaissance vont me permettre de demander à l'IA de me faire une tasse percutante. Ça va être important. Donc, le premier critère de sélection des écoles, c'est cette tête bien faite, cette capacité à utiliser ses connaissances pour les mettre au service de sa créativité, d'une part, et d'autre part, montrer qu'on s'intéresse à la création d'aujourd'hui. Donc, montrer pourquoi. Parce que pour créer, il faut que je montre que je m'intéresse, oui, à la création d'aujourd'hui. Et là, on en vient sur l'aspect histoire des arts. En aucun cas, dans les écoles, on va vous sélectionner sur votre maîtrise de l'histoire de l'art. Par contre, montrer que vous vous intéressez à la création contemporaine, bien évidemment, ça va être nécessaire. Alors oui, l'aspect art plastique apporte également ces connaissances-là. L'aspect histoire des arts va être plus sur l'histoire, mais va aussi apporter un certain nombre de connaissances. Mais ces connaissances-là, vous pouvez les acquérir dans votre quotidien. Hein. Ce qui intéresse les jurys, c'est cette ouverture au monde, cette curiosité. D'ailleurs, on a parlé des preuves culturelles tout à l'heure dans les modalités de candidature. Les candidatures, par exemple, qu'est-ce que le bon goût selon vous? On ne vous demande pas d'avoir des connaissances en philosophie ou autre. On vous demande simplement, à partir de faits concrets, vécus, de l'actualité, de donner votre avis sur le bon ou le mauvais goût, d'accord? Et de réaction de l'actualité qui s'est passée. Donc, l'ouverture au monde, oui. S'intéresser à la création contemporaine, oui. Utiliser ses connaissances par transversalité pour les mettre au service de sa créativité. Tout cela, pourquoi finalement? Pour montrer à votre jury votre maturité de projet. Parce que j'en viens là-dessus, vous serez sélectionné sur votre capacité finalement, au travers de vos projets, de votre portfolio, à répondre à 2 questions. Par exemple, pourquoi l'architecture? Et quel architecte de demain j'ai envie d'être? Nourri de références. Est-ce que je vais être l'architecte du toujours plus haut, toujours plus fort des défis scientifiques à la Dubaï? Est-ce que je vais être l'architecte des nouveaux matériaux et de l'écologie? Est-ce que je vais être l'architecte de l'humain? Est-ce que je vais être l'architecte des matériaux, de la forme, nourri de références? Et tout cela, ces références-là,
C'est vous qui allez vous les avoir. Nous, quand on accompagne nos jeunes, la pédagogie, elle est basée sur ce trépied-là. Savoir-faire, créativité et culture générale et artistique. Et on ne vous demande pas d'être des bibles, on vous demande simplement d'avoir une boîte à outils et quelques références qui, lors de l'entretien, dans votre lettre, vous allez pouvoir aller chercher pour illustrer vos propos. On le sait, le clé de la réussite, c'est le détail. J'en viens sur Parcoursup parce que c'est important pour revenir sur cette tête bien faite. J'en profite pour vous donner un aperçu de Parcoursup si vous n'êtes pas penché par là, parce que sur la France, si vous allez candidater, on l'a vu, vous êtes obligé de passer par Parcoursup. Je ne vais pas vous poser la question parce que vous ne pouvez pas me répondre, mais je l'ai posée tout à l'heure à Mélissa, la question. Est-ce qu'on nous demande en France, on demande sur Parcoursup une lettre de motivation? En général, quand on vous demande, vous me dites une demande de lettre de motivation. Non. Vous allez lire dans le détail, on vous demande une lettre de projet motivé. Eh bien, mesdames et messieurs, toute la différence est là. Ça va être au travers de votre lettre d'être capable d'expliquer quel est mon projet et pourquoi je veux faire ça. C'est une lettre de projet motivé. Et tout l'enjeu de la préparation que l'on propose aux élèves, qu'il s'agisse de la classe prépa, qu'il s'agisse des packs de cours, qu'il s'agisse des stages, c'est de leur accompagner et de les amener à avoir une réponse qui leur appartienne sur leur projet. D'être capable de répondre, nourrir d'exemples, pourquoi je vais faire du produit, pourquoi je vais faire de l'espace, pourquoi je vais faire de l'animation. Par ailleurs, en plus de la lettre de projet motivé, je vous incite à le noter, en tout cas en gros projet, vous avez 4 questions. Et là, vous allez venir voir que je boucle la boucle. Votre ouverture au monde, votre engagement citoyen, vos expériences d'encadrement et vos expériences professionnelles. Alors évidemment, vous allez me dire, ils sont gentils en expérience professionnelle en terminale, comment faire? Donc là, bien évidemment, nous, ce que l'on parle, moi je parle du principe que ça ne sert à rien d'aller chercher une expérience professionnelle tordue, qu'on a fait le stage de 3e, même s'il est certainement très efficace, il va pas forcément nourrir mon projet. Et c'est la raison pour laquelle on va plutôt amener nos élèves à faire des rencontres, rencontrer des designers. Ça peut être s'appuyer, au lieu de parler d'expérience professionnelle, de parler d'une rencontre, d'un événement, d'un contexte qui a fait que j'ai rencontré quelqu'un et qui a vraiment changé mon regard, d'une interview que j'ai pu lire ou entendre. D'accord ? Donc, vous voyez que toute cette idée-là, ces 4 critères-là, 3 critères, savoir-faire, potentiel de créativité et tête bien faite, se retrouvent dans le Parcoursup et viendront évidemment étayer le portfolio ou le carnet. Le carnet, je vous ai dit que j'allais vous en parler, je regarde l'heure. Oui, il me reste du temps. Le carnet, c'est en fait un portfolio réduit. Et c'est juste pour montrer que le carnet, ça peut être un carnet personnel, un carnet de curiosité, un carnet de voyage. En fait, c'est un prétexte pour parler de son projet et de répondre au design. Mais on n'a pas, ils veulent pas, en fait, c'est pour inciter les élèves à pas mettre des projets bien faits. En conclusion, ça donne faim, c'est l'heure pour certains dîner peut-être. Mon portfolio, c'est comme ce gâteau au chocolat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon portfolio, tout l'enjeu, il va être de lui donner soit envie de me recevoir si jamais c'est en phase de préadmissibilité, soit de me sélectionner. Mais tout l'enjeu, c'est de me donner envie de me recevoir. Si je vous ai à tous fait ce gâteau au chocolat, on est tous autour de la table. Un certain nombre parmi vous vont adorer le gâteau. Ils le trouvent délicieux. D'autres vont préférer quand il est plus cuit. D'autres n'aiment pas le chocolat et certains n'ont pas faim, donc n'ont pas y goûter. Donc moi, je suis embêtée, j'ai l'impression que je vous ai présenté le meilleur gâteau qui soit. Par contre, quelle est la question que vous allez tous me poser? Alors, j'aurais aimé avoir le chat. Là, je fais les questions-réponses, vous m'excuserez. Mais je sais que parmi vous, dans votre tête, la question que vous m'auriez posée, c'est comment tu l'as fait? Eh bien, mon portfolio, en aucun cas, ça va être le résultat final qui compte, mais ça va être tout le cheminement. C'est le comment je l'ai fait qui intéresse les jurys. D'une part, parce qu'on n'est pas évalué sur le savoir-faire, donc le résultat final n'a pas d'intérêt. Mais par contre, ça va être sur tout le cheminement, voilà, de comment j'en suis arrivée là qui va intéresser les élèves. C'est la raison pour laquelle, dans mon portfolio, je vais mettre des carnets de croquis, des expérimentations, on l'a dit, en variant les formats, des références, des sources d'inspiration,
du travail collectif en groupe que j'ai fait au lycée, personnellement, mes activités de loisirs, et pour montrer mon processus de créativité et mes recherches. Et bien voilà, on avait dit qu'on s'arrêtait pile à l'heure, vous avez vu ça un peu. Donc, vous voyez, pour conclure, que l'axe de préparation pour intégrer une école d'art en France comme à l'international, ça va être de développer ces 4 piliers. Booster votre créativité, développer votre savoir-faire en fonction des écoles que vous visez. Donc ça, j'insiste, quand on accompagne les élèves, on va toujours voir avec eux quels sont les attendus des écoles. Et on adaptera, bien évidemment, en fonction de ce qu'ils sont, de ce qu'ils savent faire, mais des besoins. Renforcer le bagage culturel. Donc là, j'en reviens très important sur le choix d'ESP. D'accord? Aucune école ne vont. Alors après, attention, parce qu'en Angleterre, souvent, on demande un minimum de 14 en maths. Donc, alors, ils se sont ajustés malgré tout, hein, même à l'international, avec notre réforme. Ils ont ajusté également leurs prérequis. Donc, vous regardez bien quand même les attentes. Mais d'une manière générale, en aucun cas, le choix d'ESP ne va conditionner l'intégration dans une école. Je parle des écoles d'art appliqué ou de beaux-arts. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Pour une école de l'école du Louvre, il faut que vous ayez pris l'aspect art, par exemple. Pour l'archi, même si les écoles en France se sont adaptées, vous n'êtes pas obligé d'avoir pris l'aspect maths. Certaines écoles d'archi vont proposer, c'est à la marge, mais des mises à niveau. Par contre, sur l'international, les maths restent un prérequis pour beaucoup d'écoles. Mais comme vous avez des maths, ce n'est pas un problème de spé à l'international. Et ça va dépendre maintenant, elles se sont toutes un peu adaptées. Renforcez votre bagage culturel, votre ouverture au monde et votre capacité à utiliser vos connaissances et surtout votre esprit critique. Cette partie de l'esprit critique, c'est vraiment notre fer de lance et ça va être le fer de lance des écoles de votre génération. Pourquoi? J'insiste là-dessus, avec l'intelligence artificielle, les jeunes, vous allez faire la différence avec cette capacité à avoir un esprit critique. Avoir un esprit critique, d'une part, en amont, avant de demander une information à la machine, et en aval, par rapport à ce que la machine va vous proposer. Et cet esprit critique, il va passer par la connaissance et par la pratique. Voilà, donc je vous l'ai mis. Bon, je ne vais pas rentrer, ce n'est pas du tout l'enjeu aujourd'hui, mais vous voyez que toute la pédagogie est vraiment une pédagogie par l'expérimentation. On ne va pas rentrer dans le détail parce que vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site de nos préparations sur les portfolios ou de découverte des arts appliqués. Donc, je ne rentre absolument pas dans les détails maintenant et ce n'est pas le propos. Par contre, ce que je vous propose, si le chat est ouvert, bien évidemment, c'est de ne pas hésiter à poser des questions. Alors voilà, la spécialité art plastique en terminale est un must. Alors j'espère que j'ai répondu à votre réponse, à votre question, madame. Pour les écoles d'animation, j'insiste, parce que là c'est ce dont vous me parlez, la culture générale sera un plus. Pas besoin d'avoir choisi l'aspect art plastique, si ce n'est éventuellement pour l'expérimentation. Par contre, sur les écoles d'animation, il nous faudra une très bonne maîtrise technique du dessin. Quand je parle d'une maîtrise technique du dessin, c'est montrer au travers du portfolio que vous savez raconter une histoire en images et que vous n'êtes pas simplement sur des petits personnages qui bougent. D'accord? Donc, montrer et avoir une très, très bonne culture, j'allais dire capacité d'analyse de films ou d'extraits de films. Et bien évidemment, sortir des Pixar et des Walt Disney. Donc, avoir nous, c'est comme ça qu'on va aider les jeunes d'ailleurs, c'est à choisir des séquences de films, à analyser des films, mais pas simplement sur le storyboard, parce que souvent, c'est eux ce qui les intéresse, c'est le storyboard ou l'illustration, mais c'est par la musique, par la composition, par l'histoire, par le rythme, pour vraiment faire cette différence-là et cette singularité lors des candidatures. Est-ce que vous avez d'autres questions? En attendant de voir s'il y a d'autres questions, déjà, moi, je voulais vous remercier beaucoup, Edwige, parce que c'était absolument passionnant. En tant que parent, moi, je ne suis pas concernée, mais j'ai trouvé ça vraiment très, très, très intéressant. Et voilà, et je vous informe aussi que le replay sera disponible de ce webinaire. Voilà. Est-ce que l'ENSCI fait partie des écoles Oui, d'art? j'adore. Alors, l'ENSI,
très intéressant, très belle école évidemment, créée en 80, bon, pour la petite histoire, par Jack Lang, qui a voulu révolutionner et remettre les arts appliqués, euh, une démarche scientifique. C'est une école très particulière puisqu'on n'a pas de format d'études par année, fonctionne vraiment en mode projet. Très intéressante pour ceux qui veulent faire aussi des doubles diplômes, puisqu'il y a un double diplôme maths NC. Oui, bien sûr, elle fait partie, et des 1G NC. Elle fait partie des écoles d'art appliqué, extrêmement sélective pour les élèves de terminale. Pourquoi? Parce que là, c'est vraiment une sélection sur la maturité. Et ça, cette maturité-là, la maturité de designer, en fait, d'avoir dépassé je veux parce que j'aime la forme ou parce que j'aime les produits. Mais très, très belle formation, bien évidemment, et très belle école. Oui, bien sûr. Et là, on a chaque année, alors, je vous dis, hein, pour les élèves de terminale, c'est à la marge, mais chaque année, alors tiens, je vais vous donner une histoire, mais on a chaque année des élèves, alors à la marge, hein, donc un ou deux, mais qui vont intégrer l'ENSIM, sachant qu'on n'en a jamais beaucoup qui la présentent également. Et pour vous donner sur la créativité, l'ENSI, on a une épreuve plastique, d'accord? Et on a une épreuve culturelle. Et sur cette potentiel de créativité, on va énormément travailler au moment des concours parce qu'on accompagne les élèves jusqu'à ces épreuves-là, et notamment sur l'ENSI. Donc, j'ai un formateur qui est passé par l'ENSI qui va éventuellement accompagner les élèves si besoin. D'autres questions? Alors, Que pensez-vous oui. des écoles d'art en Italie? Alors, en Italie, j'en connais pas tant que ça. Je sais, je connais bien Marangoni pour la fashion. Je pense que de toutes les manières, et les écoles d'art, que ce soit, alors elles sont tirées essentiellement, c'est un peu le même système qu'en France. C'est-à-dire qu'on a des très bonnes formations publiques en art appliqué, en beaux-arts qui vont avoir des spé art appliqué, en produits. L'Italie, évidemment, c'est le fashion qui est au cœur ou les textiles, mais ils sont excellents également en produits dans tous les domaines. On a exactement le même format qu'en France. Je ne vais pas être en mesure de porter de jugement, et ce n'est pas mon rôle, sur les écoles plus qu'une autre. Par contre, chaque année, il m'arrive d'avoir quelques élèves qui vont rentrer en école d'art en Italie. Essentiellement, j'en connais plutôt à Milan. Il y en a certainement à Rome également. Mais je ne peux pas rentrer. Voilà, Polymoda, par exemple, fait partie des écoles qui ont une belle notoriété à l'international. Hein, c'est clair. Et belle visibilité auprès des entreprises. Hein, quand on rentre en fashion, je le disais encore hier à un jeune, il me dit, bah, évidemment, il veut être styliste, mais pour le fashion, moi, j'insiste vraiment sur choisir des écoles qui vont avoir un réseau d'entreprises ou une intégration très forte avec les maisons de haute couture, à moins que vous-même, vous ayez un réseau, parce qu'il y a un principe de réalité, c'est que c'est quand même compliqué. Par contre, de plus en plus du coup d'écoles de fashion proposent des doubles diplômes. Ça, c'est intéressant, hein, avec des parties business qui permettent d'avoir une double formation. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vous mets en même temps mes coordonnées, comme ça, si vous avez besoin. Mais de toutes les manières, vous pourrez les retrouver. Mais hop. Est-ce que vous avez d'autres questions? Profitez-en. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'ai pas tout vu. Non, il y a pas d'autres questions pour l'instant. Je pense il y aura peut-être des questions personnelles qui seront envoyées en privé. Voilà, donc à tous, je vais voir ce que je vous propose, c'est de récupérer, si vous êtes d'accord, vos coordonnées pour vous envoyer. Bah, vous allez pouvoir récupérer la visio, mais surtout, tous, vous n'hésitez pas à m'appeler. Alors évidemment, hein, nous et les formateurs, on travaille quand vous ne travaillez pas, enfin quand les jeunes ne travaillent pas, donc le soir et le week-end, pendant les vacances scolaires, que ce soit par le biais des packs de cours en visio, on travaille énormément en visio avec nos jeunes, mais également pendant les stages. Et on est à la disposition, évidemment, le samedi, le dimanche et le soir. D'accord? Et on a vraiment ce souci-là, d'une part, de permettre aux lycéens d'être prêts, je vous le dis, avant le rush du mois de mars. Donc, moi, mon focus, c'est février. Pour ceux qui présentent les écoles européennes, notamment les anglaises, c'est le gros rush, c'est maintenant. Et évidemment, vous l'avez compris, pour les élèves qui sont en première, je vous incite vivement à commencer à vous préparer dès maintenant
pour être beaucoup plus serein. Mais il n'est jamais trop tard pour les terminales également. Voilà. Merci beaucoup. On Un va très, très grand terminer ce merci webinaire. également. Voilà, moi je tiens à remercier aussi la FAPé pour sa confiance, évidemment son professionnalisme et l'énergie qu'ils ont mis pour transformer proposer cet événement. C'est vrai qu'on est sur une niche, donc j'ai trouvé ça très, très joyeux et agréable que la FAPé réagisse, parce que même si on est sur une niche, on est dans un domaine qui ne cesse d'être demandé par les jeunes et vous êtes souvent très démunis. Donc, un grand merci pour votre confiance à toutes les deux, d'une manière Oui, générale. oui, mais Et à tous pour elle est votre accueil partagée. et votre C'était écoute. passionnant. Merci beaucoup, Edwige. Vraiment, c'était très, très intéressant parce qu'en fait, c'est vrai, nous, on fait beaucoup de séances d'orientation, mais les beaux-arts, les arts appliqués, en fait, c'était un petit peu loin et c'est bien que vous nous ayez proposé ce webinaire. Merci à vous. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Très Merci, bien. bonne À bonsoir. soirée. Au Au revoir. revoir. Merci beaucoup. Au revoir.